Bonjour à tous et bienvenue. Vidéo très old school aujourd'hui. T-shirt Sonic, pas de coupe de cheveux, pas de montage, une seule prise, même pas d'insertion photo et article, tout simplement parce que je ne sais pas faire et madame qui m'aide sur ses heures libres est malade comme une bête, elle est avec monsieur le chat au lit. Je ne vais donc pas les déranger, vous vous excuserez pour cette forme un peu cavalière et un peu artisanale, mais on va aller au fond des choses et continuer autour des clubs français niveau gestion en passant à Lyon. Et oui, jamais j'aurais cru faire une vidéo autour de l'Olympique Lyonnais et un micmac pareil, mais alors depuis cet été, c'est la roue libre. Alors, ce qui est surprenant, puisque avant Lyon est globalement le club le mieux géré du football français, ça ne veut pas dire qu'ils font pas des erreurs et qu'il n'y a pas des couacs, hein, ce sont des êtres humains, mais dans le sens où tu avais quand même une ligne directrice et c'était stable, tu savais où le club allait. Donc, que ça soit au niveau business, le nouveau stade, la politique de formation, également l'identité du club, cet esprit 6-9, qui parfois aussi est un peu difficile dans le vestiaire à vivre, mais ça bon, c'est encore autre chose. Mais tu avais également des monstres du football français dans l'ombre. Je pense à Gérard Bonneau dans tout ce qui est le recrutement pré-formation. Alors Bonneau est parti depuis, il est maintenant directeur sportif au Servette en Suisse, ce qui était une très belle opportunité pour lui, donc il n'y a pas eu de souci. Tu avais également Armand Garrido qui a donné 30 ans de sa vie à Lyon dans la formation, qui est adoré par quasiment tous les joueurs qu'il a pu avoir. C'est quand même assez cruel de voir que Garrido, quand il a rendu son badge à 9 h du matin, il n'y avait personne pour lui mettre une tape dans le dos quasiment. Hein. Visiblement, à Lyon, en fait, tu as deux choses. Tu as la communication pour dire aux fans ce qu'ils ont envie d'entendre, et tu as la réalité des faits quand tu t'es bien comporté. Tu as également Patrice Girard, car lui, à un moment donné, a posé la démission, il a failli partir. Finalement, il a été repris. C'est un des fondamentaux de la formation lyonnaise. Aujourd'hui, il épaule le staff de Florian Maurice concernant le recrutement de l'équipe première, comme Bono d'ailleurs, à un moment donné, qui est passé dans le recrutement de l'équipe première aussi. Donc bref, je veux dire, tu avais tous ces gens-là qui faisaient de l'Olympique Lyonnais ce qu'est l'Olympique Lyonnais aujourd'hui. Et surtout, tu avais une structure claire vis-à-vis du professionnel. Tu avais Florian Maurice qui était pas directeur sportif dans les faits, mais qui remplissait plus ou moins cette fonction-là, qui avait énormément d'importance. C'est lui qui supervisait les joueurs, qui avait les premiers contacts avec la famille, avec les agents, avec les clubs. Ensuite, quand ça parlait gros sous, c'était Jean-Michel Aulas et son bras droit Vincent Ponceau. Et les profils des joueurs étaient validés par l'un des conseillers de Jean-Michel Aulas, Gérard Rouillet. On se rappelle qu'il y a quelques années, il y avait beaucoup de tensions entre Gérard Rouillet et Bernard Lacombe, que Jean-Michel Aulas est intervenu publiquement en disant « je siffle la fin de la récréation ». Et c'est vrai qu'il y a des petites tensions, comme je vous dis, à l'OL, mais globalement, tu sais qui t'adresser, tu sais qui fait quoi dans le club. Sauf que depuis cet été, eh ben, c'est plus le cas. Pourquoi? Parce qu'avec Bruno Genesio, il y a une véritable fracture vis-à-vis du public et du club. Les gens tirant un boulet rouge sur Genesio, alors il y a plein de raisons, etc. Je tiens juste à dire que Genesio n'est pas l'unique responsable et qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a un président qui l'a mis et qui l'a laissé se faire flinguer en place publique quand même, pendant longtemps, donc ça c'est encore autre chose. Et donc aujourd'hui, Aulas a voulu, Aulas a voulu récupérer une partie de l'opinion publique vis-à-vis de ses fans, vis-à-vis des sifflets du Groupama Stadium, donc il faut se rattraper, donc on va ramener quelqu'un pour faire plaisir aux fans. Donc déjà j'ai envie de te dire, si tu commences à gérer ton club en pensant à l'opinion du FC Twitter, ça risque d'être compliqué. Donc tu ramènes Juninho. Ok, Juninho qui attendait ça évidemment, hein. Idole chez les idoles, qui réclame du pouvoir. Donc c'est lui qui décide de l'entraîneur, Sivigno, etc. Au début avec Florian Maurice, ça se passe pas trop mal et tout. Mais rapidement on va avoir des tensions. Alors le premier dossier c'est Ismaël Benasser, qui devait signer à Lyon. Alors même si c'est vrai que l'Olympique Lyonnais n'aime pas spécialement négocier avec l'agent de Ismaël Benasser, Moussa Sissoko, mais Juninho met un veto et dit on va aller sur Thiago Mendes, Jean Lucas. Alors Thiago Mendes ça faisait tiquer un petit peu Florian Maurice. Si tu remarques que les deux ont fait des recrues, c'est-à-dire que Joachim Andersen et Youssouf Koné, c'est le côté Florian Maurice, Jean Lucas et Thiago Mendes, c'est Juninho. Et arrive le dossier Reine Adélaïde. Et à partir de là, il y a une fracture. Parce qu'Adélaïde, Maurice le veut à tout prix, et Juninho n'est pas du tout chaud, etc. Finalement, Reine Adélaïde va signer, mais en théorie, Juninho, qui arrive pour être le directeur sportif, etc., c'est pas lui qui parle avec l'agent du joueur, qui a notamment le frère et tout ça. Donc c'est pas lui qui gère. Donc à partir de là, ça commence à être tendu, les deux se font pas spécialement confiance, Maurice le prend, on peut le comprendre assez mal, surtout qu'il intéresse divers clubs européens qui savent aussi sa situation salariale. Je rappelle que Maurice, donc, qui est le chef de recrutement, était sans doute le mec le moins payé de France en Ligue 1 à ce niveau-là. Encore une fois, visiblement, quand tu aimes le club et tu te comportes de bonne manière, bon, bah, t'es pas tellement récompensé. L'ingratitude est quand même un mot-clé du club, faut quand même pas le cacher. Je dis ça sans connaître Florian Maurice personnellement, donc je suis pas là pour le défendre, etc. Je regarde le bilan après. Alors oui, il a fait des erreurs. Kenny Tété, Youssouf Koné, on peut se poser des questions, Bertrand Traoré ou d'autres. Je suis d'accord. Mais déjà, qui se trompe pas, même Monchi se trompe, tout le monde se trompe, il n'y a pas de souci. Maintenant, aller chercher Denayer, c'était une bonne idée. Mariano Diaz, fallait quand même tenter le pari. Darder, Mamana, on va dire, ça n'a pas trop marché. Mais c'est des vrais paris à tenter. Là, elle n'a pas perdu de l'argent. Même Pape Cheikh Diop, c'est lui. Alors, on va dire, c'est pas un mauvais joueur, Pape Cheikh Diop. Il faut demander à ceux qui ont joué avec lui, etc. Vous verrez. Touzard, Terrier, Moussa Dembélé, c'est quand même très bonne recrue. Ndombele, Fernand Mendy, Denayer. Quand tu regardes le bilan globalement,
tu te dis, et surtout c'est un mec qui bosse Maurice, c'est un mec qui va de partout, etc., qui n'a pas de commission en plus dans son contrat, contrairement à la majorité des directeurs sportifs en France. Olivier Piqueux, si vous m'écoutez, je vous salue bien. Donc c'était quand même anormal son salaire, il a été revalorisé il y a quelques mois, mais bon, ça reste quand même bien inférieur à la norme. Donc là, lui, il espérait quand même une petite promotion, il l'a pas eu, tu mets Juninho. Ça fait une direction sportive à deux têtes, ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens ne savent pas vraiment à qui s'adresser. Tu parles à Juninho ou tu parles à Florian Maurice. Surtout que depuis l'échec de Silvinho, eh ben, la cote de Juninho, forcément, elle a un peu baissé. Et ce qui est assez surréaliste, c'est dans les bureaux. C'est-à-dire que quand vous parlez à Florian Maurice dans son bureau, bah, ça juchote, parce qu'il ne faut pas que ça entende de l'autre côté. Et quand tu fais pareil avec Juninho, aussi. Plein d'agents se plaignent en plus que Juninho ne leur réponde pas, etc. Bref, le rôle de Juninho est assez flou aujourd'hui, parce qu'il a été mal défini, et on n'a pas assez anticipé, on n'a peut-être pas assez averti tout le monde. Au mieux de tout ça, vous rajoutez Gérard Houllier, qui est toujours là pour donner des petits conseils, même si c'est vrai qu'Houllier a perdu de son influence au niveau de l'équipe première, là il essaye d'en retrouver, mais Houllier, lui, s'est concentré à la formation, où Jean-François Vulliez, le directeur de l'académie, est l'un de ces hommes, qui applique d'ailleurs les mêmes méthodes à tous les niveaux, que ce soit sélection des jeunes, ou manière de traiter les joueurs. Sauf que Vulliez, il y a eu beaucoup de tensions avec des historiques de la formation, comme je vous l'ai dit, et il est également en tension avec Florian Maurice. Sachant que Jean-François Vulliez ne fait absolument pas l'unanimité, que ce soit vis-à-vis des joueurs ou vis-à-vis des autres formateurs. Mais Houllier a mis donc Vulliez, qui ensuite met ses pions également, c'est pour ça que vous voyez autant de départs à la formation. Et là, ça va se poser quelques questions, parce que ça a toujours bien marché la formation à l'OL. Et maintenant, je vais vous donner 3 exemples de joueurs qui sont partis. Avant, rappelez-vous, il y avait Olivier Bernard. Olivier Bernard n'avait pas signé pro, il était parti à Newcastle. À part ça, j'ai pas trop d'exemples. Alors vous avez eu Gaspard qui était parti à Monaco, mais il n'a pas vraiment réussi. Goebbels, l'OL l'a vendu 20 millions, pas de problème. Mais vous avez Billy Koumetio qui est parti à Liverpool, avec une petite parenthèse à Orléans, parce que c'était pour l'âge, etc. Fallait attendre qu'il ait 16 ans et tout ça. Vous avez Nassim Innocenti qui est parti à Lille, et vous avez Mohamed Balouli qui est parti à la Samp, avant de terminer plus ou moins leur cursus à Lyon. Ce qui ressemble pas du tout à l'Olympique Lyonnais. Et dans le même temps, Vulliez par exemple se plaint que Florian Maurice lui ait ramené un joueur en post-formation. Ce joueur, il s'appelle, parce que je ne veux pas me tromper dans les noms, parce qu'il y en a beaucoup, il s'appelle Héritier de Jong, voilà, le Belge. Alors pareil, folklorique le transfert de Jong, parce que vous retrouvez des gens au milieu. Alors vous retrouvez une grande connaissance à Lyon, Ali Ben Mabrouk, ça parlera peut-être à certains, et vous retrouvez surtout un monsieur dont je vais vous dire, ça là c'est très folklorique, vous retrouvez Sébastien Zwarc, S-Z-W-A-R-C. Et je vais vous citer un passage du livre Les Parrains du foot, un excellent livre d'ailleurs que je vous recommande, qui parle de Sébastien Zwarc, et ça vaut le coup. En attendant d'être jugé dans le volet blanchiment du trafic de coke, Sébastien Zwarc, lui, est revenu à ses premiers amours, les chevaux. Aux dernières nouvelles, il conseillait son frère dans l'achat de futurs cracks des hippodromes. Sollicité par l'un des auteurs en juin 2018, Sébastien Zwarc soutient d'emblée qu'il n'est lié ni au football professionnel, ni au grand banditisme. Quand on lui fait remarquer qu'il a eu des liens avec ces deux univers, il finit par admettre « Oui, on peut le dire comme ça, on peut toujours tout dire, tout est relatif. » Et après, j'adore ce qu'il dit. Il dit « Elle a été de courte durée, parce que les gens du football professionnel sont des crapules, ils n'ont pas de mentalité. » Bon, bah Sébastien Zwarc, il est dans le deal. Hein. D'ailleurs, ça faisait tiquer Vincent Ponceau, qui est le bras droit de Jean-Michel Aulas, parce qu'eux, ils n'ont pas envie, on va dire, d'avoir de soucis, ils aiment que tout soit clean, etc. Il y a un avocat également, Alexis Ruttmann, qui est sur le deal. Ça a été très folklorique, surtout qu'il arrive en surpoids, il y a des problèmes un peu d'attitude, la famille... Compliqué. D'ailleurs, c'est les mêmes soucis qu'a Oumar Solet, qui est unanimement, tout le monde te dit, le mec a tout pour jouer directement, mais il est tout le temps en retard aux causeries, sa vie, son hygiène de vie, c'est... À côté, Harry Novillo et Sidney Govou sont des modèles de chasteté et de professionnalisme en termes de sortie. Bon, après, évidemment, Govou, énorme joueur devant l'éternel, et sa vie hors des terrains ne l'empêchait pas d'être super performant parce que le mec aux entraînements était toujours à l'heure et il y allait. Et grande Sidney Govou. Bah, Oumar Solet, qui a jamais joué en pro, lui, il a une vie complètement décousue, personne ne lui dit rien, c'est normal, il n'y a pas de souci. Donc ça fait d'autres soucis. Et dans le même temps, donc, vous avez cette scission, comme je vous dis, à la formation. Et maintenant, dans l'équipe première, vous faites venir Rudy Garcia. Donc il signe un contrat d'1 an et demi. À la base, il n'était pas spécialement favori, mais autant Laurent Blanc a fait le rendez-vous, les mains dans les poches, cigarette au bec. Non, autant Rudy Garcia, il a bossé son entretien comme pas possible. Il a vu tous les matchs de Lyon, et surtout, il a dit exactement ce que Jean-Michel Aulas voulait entendre. C'est comme certains agents qui aujourd'hui se vantent de dire « Mais moi, Aulas, je sais comment faire, je le flatte un peu. » Tu dis un président par-ci, merci. Avant, Aulas, c'était pas possible. On pouvait pas. Maintenant, on sait comment lui parler, en le flattant juste ce qu'il faut, pour avoir un petit peu gain de cause, etc. Sachant qu'Aulas, on va tout de suite mettre une parenthèse sur les agents, Aulas n'a jamais fonctionné spécialement avec les agents. Il aime pas trop les agents étrangers, il préfère bosser avec des agents français. Alors, c'est pas une... Aulas, c'est pas un mec raciste. Là, pour le coup, il y en a qui vont te dire non, 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 à ce niveau-là. À Lyon, je vais te dire, t'en as certains, je vais pas trop faire de commentaires. Mais Jean-Michel Aulas, non.
Lui, par contre, ce qu'il aime, c'est vrai, il aime bosser avec des entraîneurs français, des agents français, mais il va pas écarter d'employeurs. Ce qu'il ne veut pas, c'est être sous influence de super agents étrangers. À un moment donné, il a fait deal avec Bernès et tout, ce qui est réel, il fait deal un peu avec tout le monde, mais avec Bernès, maintenant, il y a un souci de par le dossier Fekir, parce que Bernès arrêtait pas de dire pour le bêtise, enfin bon bref, c'était très compliqué. Donc voilà, je tenais à mettre cette parenthèse-là, Lyon quand même fait très attention à ce niveau-là, et ne veut pas être dépendant d'un agent ou deux. C'est d'ailleurs pour ça que certains deals à l'étranger ne se sont pas faits, et quelque part, je trouve ça bien, à ce niveau-là. Bon, on pourrait revenir sur certains deals bizarroïdes de l'Olympique Lyonnais, au hasard Fred Enilmar, non Fred, je sais pas, il y avait un fax du club, il voulait 3,5 millions de dollars, l'OL en paie 12 ou 13. Des fois, t'as des trucs comme ça, tu sais pas trop, mais bon, c'est la magie du football, hein, tout est possible, hein, dans les comptes, surtout avant que tu sois coté en bourse. Bref, j'y reviens à mon sujet, sur le rendez-vous. Rudy Garcia, donc il arrive, il a dit exactement ce que Jean-Michel Aulas voulait entendre. Je ne touche pas au staff, je viens qu'avec mon adjoint, je touche pas au transfert, j'accepte le contrat que vous me proposez, 1 an et demi, j'ai étudié le truc, etc. Sauf que le problème, c'est qu'avant, vous aviez un club qui pensait qu'à l'opinion des supporters, et là, vous ramenez Garcia qui est honni par les supporters, vu tout ce qu'il a pu dire. Donc là, il y a un nouveau problème avec le supporter, ça devient vraiment invivable. En même temps, vous avez Marcelo, ça devient aussi invivable. On rappelle que West Ham avait fait une offre à l'époque de plus de 20 patates, un mercato d'hiver. À Lyon, ils sont comme ça. À Lyon, ils sont dégoûtés, ils se disent putain, mais comment on a fait pour pas le vendre à l'époque? Bah ouais, vous l'avez pas vendu, il y avait une offre de plus de 20 patates. Donc aujourd'hui, par exemple, il faut dégager Marcelo parce que voilà, vis-à-vis des fans, on va essayer de calmer. Et vis-à-vis de Garcia, bah, ils ont tout essayé pour apaiser les relations, etc. C'est d'ailleurs pour ça que Ryan Cherki, vous le voyez autant. Hein. Ryan Cherki, c'est pas Rudy Garcia, même s'il mérite peut-être de jouer un petit peu, etc. C'est aussi dans un but politique. Très clairement, parce que les jeunes de l'académie, ils savent très bien que ça va être compliqué. Je veux dire, quand tu vois que Maxwell Cornet joue latéral avant Melvin Barr, qui est celui qui essaye de promouvoir un petit peu au poste de latéral en jeune, alors que tous les autres ils sont blessés, t'envoies quel signal à l'académie? Le signal, il est terrible que tu envoies. Mais c'est vrai que tu as Ryan Cherki, alors Amine Goué revient d'une grave blessure, t'as aussi d'autres jeunes qui pourraient peut-être avoir leur chance un jour, comme Pierre Kaloulou, qui a une bonne attitude. Mais on voit que Garcia, bon, là le choix avec Cornet, il a été très clair, alors peut-être qu'il estime que Melvin Barr n'est pas prêt, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc bref, où j'en étais après cette petite interruption. Rudy Garcia, il fait comme dans tous les clubs où il est passé avec ses agents, les frères Boisseau. Alors il y a beaucoup de rumeurs, de racontards à ce niveau-là. C'est vrai qu'ils étaient dans le deal de Sertic directement après l'Olympique de Marseille, mais si vous voyez, vous les voyez pas directement dans les papiers. Et ce que je vais vous dire, en fait, c'est légal, hein, c'est pas du tout illégal. Sur la moralité, on pourrait y revenir. Mais en fait, Rudy Garcia, il participe aux réunions de recrutement, etc. Et ça, où le club veut aller. Et quand il sait, il va dire à ses agents, bah voilà, on est sur tel ou tel mec. Et les agents, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont contacter les agents du joueur en disant, nous, on peut potentiellement t'aider à venir, à l'époque notamment à Marseille, en disant, voilà, signe-nous un mandat, entre nous, nous, on va t'aider, parce que l'entraîneur ici, on va pousser, on va pousser. Et ensuite, les mecs poussaient selon les dossiers, comme ils avançaient, etc. Donc, si vous voulez, ils s'arrangent directement avec les agents du joueur. Comme je dis, c'est absolument pas illégal du tout. Niveau moralité, voilà. Mais c'est exactement ça, c'est du diviser pour mieux régner. Vous rentrez dans un club, vous essayez de récupérer un peu tout ce qu'il faut. Et là, aujourd'hui, on se retrouve dans une équipe donc, qui est qualifiée pour le deuxième tour en Ligue des Champions par un miracle absolu, qui cherche 3 joueurs pour le mercato d'hiver, ce qui est quand même énorme. En théorie, un mercato d'hiver, c'est un mercato pour... Comment je peux expliquer? Pour peaufiner si tu as une opportunité. Parce que si tu as besoin de quasiment 3 titulaires, ça veut dire que tu n'as vraiment pas fait le job l'été, ou que surtout, c'est la résultante d'une gestion qui commence à être un peu fluctueuse, un peu complexe, on va dire. Et là, aujourd'hui, tu as 3 personnes. Un arrière-gauche, un 8 que tu aimerais, et un attaquant de pointe. Tu ne veux pas délier, ce qui me surprend, parce que vu le système de jeu de l'OL, je suis pas expert, hein, je suis pas Willou qui suit tous les matchs, et dont je vous conseille les analyses sur Lyon. Mais quand tu as Moussa Dembélé en pointe, tu te dis peut-être qu'il faudra des centreurs, je sais pas. Mais si tu penses que Bertrand Traoré, Maxwell Cornet et Terrier, qui est peut-être pour moi plus un joueur d'axe, peuvent faire l'affaire en tant qu'ailier pour un club qui joue la Ligue des Champions, c'est un... Voilà. Aouar peut faire fouiller, mais alors à ce compte-là, il te faut un latéral à la Ferland Mendy. Bon, ça c'est encore autre chose. Donc voilà, l'OL veut 3 titulaires directement pour cet hiver. Ils vont mettre les moyens parce que le but c'est une nouvelle qualification en Ligue des Champions. Néanmoins, quand tu réfléchis un petit peu, tu te dis mais comment un club qui était aussi clair, tu savais à qui t'adresser, aujourd'hui c'est la guerre entre tout le monde, faut pas parler trop fort, l'autre essaie de niquer l'autre, mais tu te dis oh, oh. Et les joueurs évidemment le ressentent, il y en a plein qui veulent se barrer, les jeunes c'est aussi un exode. Mais tout va bien parce que l'outil est merveilleusement connecté et on pense surtout au FC Twitter, il faut pas trop qu'on soit critiqué, blablabli, blablabla. Comme d'habitude, tu ne peux pas faire une critique vis-à-vis de sa seigneurie présidentielle parce que sinon ça ne va pas. Donc aujourd'hui, tu as des mecs, ça marche par la flatterie, c'est quand même magnifique, et aussi par, j'appellerais ça les petites entourloupes. Aujourd'hui, c'est quoi le projet de l'OL? C'est aussi une vraie question, je me la pose, je pense que voilà. J'ai fait une vidéo sur Arsenal récemment, c'est quoi le projet d'Arsenal? Aujourd'hui, c'est quoi le projet de l'OL? Et dans le même temps, tu as Florian Maurice qui a commencé à être contacté par le club de Tottenham, si je ne dis pas de bêtises. Et je ne serais pas étonné que voilà, soit l'OL à un moment donné est clair, c'est-à-dire on va où? Qui fait quoi? Parce que tu risques de perdre les gens qui ont fait de l'OL ce qu'est l'OL aujourd'hui. Parce que Maurice, encore une fois, j'ai pas de lien avec lui, j'en ai strictement rien à cirer, et il a fait des erreurs comme tout être humain. Néanmoins, c'est pas normal la reconnaissance que le club lui donne, parce que dès que tu as quelqu'un qui aime un club, eh ben t'en profites pour le saigner à sec, et ça c'est de partout, à Monaco, à Paris, etc.
C'est malheureusement terrible dans le football, mais c'est comme ça. Et comme me dit un ami, Lyon va au-devant de grandes désillusions s'ils ne changent pas quelque chose de manière précise, mais ils ont toujours une chance de passer, parce que le foot c'est une science imprévisible, et la Ligue 1 est tellement faible que ça peut quand même finir dans le top 3, et donc tu sauves les meubles, etc. Malgré un fond de jeu catastrophique, des fans qui s'emmerdent de plus en plus, et une fracture de plus en plus nette entre les supporters, dont certains sont très ingrats, la direction, la formation et tout le reste. Et comment essayer de ruiner tout ce que tu as bâti, c'est un mode d'emploi, et dans le même temps ensuite il y aura d'autres sujets abordés, vous avez de l'actionnariat de Lyon, mais ça ce sera sans doute pour une autre vidéo. En tout cas je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une bonne fin d'année, et n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne si vous avez bien aimé. Ciao!